Très heureux d'être là avec vous, si nombreux, sans masque. Donc c'est quand même une des premières fois finalement qu'on arrive à voir du monde depuis 2 ans. Et c'est quand même beaucoup plus sympathique de voir des visages, dont certains me sont connus d'ailleurs, que des masques blancs ou de couleurs différentes. La question de l'eau, elle est essentielle. Elle nous réunit ce soir et je vois qu'elle mobilise, donc ce qui est une très bonne chose. Le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale de l'ONU reconnaissait le droit à l'eau potable et à l'assainissement sûr et propre comme un droit de l'humain. Et c'est une évidence qu'il malheureusement ne l'est pas de partout dans le monde, encore aujourd'hui, mais qui en France, finalement, est une évidence. L'accès à l'eau, on ouvre le robinet, l'eau coule, mais tout n'est pas si simple. Et en tout cas, l'eau reste notre bien le plus précieux. L'eau n'est pas une marchandise et l'eau n'est pas un sujet comme les autres. Notre situation aujourd'hui, elle est bonne, même s'il y a quelques risques que la vice-présidente Allo Anne-Gros-Péringer, je salue aussi la vice-présidente Laurence Beaufet, elle reste quand même délicate. On sait que le débit du Rhône va baisser autour de 30% d'ici 2050. Bon, les experts ont toujours des petites différences. Le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a un mois est toujours aussi alarmant avec des températures qui vont monter et donc une pénurie de l'eau qui va s'accroître. Et donc ce sujet de l'eau, de la préservation de l'eau est essentiel. Et c'est le sujet premier. Il faut préserver l'eau. Il faut préserver l'eau et en termes de quantité et en termes de qualité. Et toute notre politique à la métropole de Lyon depuis juillet 2020 est autour de cette question, comment mieux préserver l'eau. Mieux préserver la ressource, c'est le cadre stratégique de l'eau 2021-2035 que nous avons voté en fin d'année dernière qui définit toutes ces politiques. Comment travailler dans le domaine agricole pour que les productions soient plus compatibles avec les enjeux climatiques, qu'elles consomment moins d'eau et naturellement qu'elles ne polluent plus l'eau et notamment qu'elles arrêtent d'utiliser des pesticides. Et on a notamment maintenant la possibilité de préempter autour des périmètres approchés, des champs captants, des terres, pour préserver notre ressource en eau. La préservation de la ressource en eau, c'est naturellement travailler sur la sobriété des agriculteurs, mais aussi des industriels qui sont des gros consommateurs d'eau, notamment la vallée de la chimie. Et donc, on a aujourd'hui de plus en plus d'industries qui s'engagent pour préserver l'environnement de nos côtés. La déclaration est faite, c'est une bonne chose. Déjà, plus de la moitié, plus d'une centaine d'industries se sont engagées. Ça représente plus de la moitié des emplois industriels de la métropole de Lyon, 40 000 emplois. Les actes sont posés, enfin plutôt les propos sont posés. Maintenant, il faut qu'avec les industriels, on arrive à les accompagner pour mieux préserver la ressource en eau. C'est naturellement travailler sur notre réseau pour diminuer les taux de fuite. C'est un des enjeux de la nouvelle régie de l'eau. Et c'est la politique aussi de désimperméabilisation, mais ça, je pense que tu le détailleras, pour remplir nos nappes phréatiques. Et cet enjeu de préservation de la ressource en eau, c'est la mise en place de la régie publique de l'eau, qui n'était pas un objectif en soi, mais qui est bien un moyen pour avoir une politique de long terme, sur 15, 20, 50 ans. C'est beaucoup plus facile de l'avoir quand on gère l'eau au niveau public que quand on confie à des acteurs privés, qui, même s'ils peuvent très bien travailler, sont quand même là aussi pour faire des marges et du business. Et l'eau, une nouvelle fois, je le dis, n'est pas une marchandise et donc doit être considérée comme un bien public. Et puis, l'autre avantage de cette régie, c'est naturellement de pouvoir associer les citoyens. Et associer les citoyens à la question de l'eau, qui est cruciale, est aussi un enjeu important, et ce sera le cas dans le conseil d'administration de la régie publique de l'eau. Ne l'oublions pas, l'eau est notre bien le plus précieux, c'est le dénominateur commun à toutes les formes de vie sur Terre, et je souhaite vraiment que ça soit partagé par le plus grand nombre et qu'on puisse avancer ensemble sur cette question de l'eau. Je vous souhaite de très bons échanges. Très bonne soirée. Bonjour à toutes et tous. L'événement qui vous est proposé ce soir est donc la première étape d'une démarche de sensibilisation grand public aux enjeux de l'eau qui va se dérouler sur une grande partie de l'année 2022. Pourquoi 2022 ?
parce qu'au-delà des nombreuses raisons qui ont été évoquées par le président de la métropole, Bruno Bernard, qui poussent à placer ce sujet au cœur du débat public, dans un contexte climatique très préoccupant, il y a à l'origine de cette démarche, comme on l'a dit, la création de la Régie publique de l'eau au 1er janvier 2023. Cette décision est la première des grandes politiques structurantes du mandat dans le domaine de l'eau. Depuis 2020, la métropole de Lyon fait de la préservation de sa ressource, comme il a été dit, une de ses priorités. Ceci implique d'une part d'intégrer le cycle de l'eau dans l'ensemble des politiques publiques et d'autre part de remettre au cœur du débat politique l'impérieuse nécessité de la gestion de l'eau en bien commun, au croisement d'usages interdépendants, besoins essentiels humains, besoins de la biodiversité, usages agricoles, industriels et récréatifs. 2022 sera également l'année de mise en œuvre de 2 autres grandes politiques structurantes pour l'eau dans notre métropole. L'une vient d'être votée en mars par le Conseil métropolitain. Il s'agit de la stratégie Ville perméable. La densification urbaine et l'artificialisation des sols ont intensifié à une grande échelle la problématique de la gestion des eaux pluviales dans les villes en modifiant le cycle de l'eau. Et pour contrebalancer les effets négatifs de l'artificialisation, il faut retrouver un cycle naturel de l'eau et gérer les eaux pluviales à la source, en passant par une logique de gestion via les tuyaux à une logique d'infiltration de l'eau au plus près du lieu où elle tombe. Dans la métropole de Lyon, c'est 85% de nos réseaux qui sont unitaires, c'est-à-dire que les eaux usées, les eaux pluviales, rejoignent les eaux usées dans 85%, et donc l'eau pluviale, l'eau de pluie, devient un déchet qui est traité par les stations d'épuration. La déconnexion des eaux pluviales est devenue primordiale pour changer donc le paradigme du tout à l'égout. L'ambition du mandat est de désimperméabiliser 400 hectares et d'intégrer désormais la gestion de l'eau dans toutes les autres politiques publiques concernées, la voirie, l'urbanisme, la végétalisation, les bâtiments publics, etc. L'autre politique structurante qui verra le jour à la fin de l'année concerne la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. C'est un transfert de compétences dit GEMAPI. Vous en avez peut-être entendu parler puisque ça a été transféré par l'État depuis 2018 aux collectivités territoriales et qui donc compétences qui n'avaient pas été saisies par la métropole jusqu'alors. Mais revenons à la décision du passage à la gestion de l'eau potable en régie publique, qui est ce qui fonde notre démarche, et puis le fait que nous nous retrouvons là ce soir, accompagnés par le cadre stratégique. Elle témoigne véritablement de cette volonté politique d'une gestion collective en bien commun et non marchande de la ressource en eau. Nous avons fait un choix pour le futur, un choix fondamentalement politique pour nos conditions de vie futures, car l'eau, c'est la vie, c'est la ressource sur laquelle notre civilisation entière repose. Beaucoup plus que la production et la distribution de l'eau potable, la gestion publique de l'eau potable, c'est un choix donc au service d'une vision à long terme de la gestion de la préservation de la ressource, dans l'intérêt général. Pour répondre aux besoins de notre territoire, il faut renforcer les investissements, sécuriser et diversifier nos ressources, anticiper leur vulnérabilité. Cette vision à long terme intègre également la lutte contre les pollutions, la prévention des conflits d'usage et encourage la sobriété. C'est un choix aussi au service de la maîtrise technique publique d'un service d'importance vitale dans un contexte de changement climatique et de tensions accrues sur la ressource. En effet, l'exploitation et la gestion d'un service public de l'eau demandent des savoir-faire, des technologies complexes, pointues, des procédés complexes, et si cette maîtrise technique n'est pas intégrée à la gestion et au patrimoine public, au moment où il faut la mobiliser dans un contexte en tension, au moment où la responsabilité de la collectivité est majeure, nous sommes dépendants d'intérêts privés qui dépossèdent la collectivité de la souveraineté de ses décisions. Vous ne manquerez évidemment pas de faire le parallèle avec la question de la souveraineté énergétique qui est au cœur des débats publics depuis le début de cette terrible guerre en Ukraine. C'est également un choix qui vise à garantir le droit fondamental d'accès à une eau potable de qualité pour toutes et tous, et rendre effectif l'accès aux besoins essentiels qui lui sont liés, hygiène et dignité. Aujourd'hui, cet accès n'est pas effectif pour 3 000 personnes qui vivent à la rue dans notre métropole et 18 000 qui sont sans logement, qui vivent chez des tiers, dans une voiture, dans un squat. 18 000 pour notre métropole. C'est enfin un choix au service des usagers
et de leur association à la gouvernance du service public. Il y a en effet un enjeu d'ordre démocratique dans la gestion publique de l'eau. Forger une culture collective de l'eau, faire passer les citoyens de consommateurs à usagers associés à la gouvernance et à la définition des politiques publiques relatives à la gestion de l'eau, c'est donner à chacune la possibilité de saisir la mesure de tous les autres enjeux économiques, sociaux, écologiques qui sont liés à l'eau. Il est indispensable que chacune d'entre nous prenne conscience de la fragilité de cette ressource vitale. La complexité des enjeux entourant l'eau, les incertitudes structurelles qui toucheront le territoire à l'avenir nous poussent à porter un regard prospectif sur le sujet, impliquant de manière large les habitants de notre métropole. Avant de passer la parole à Laurence Beaufet, vice-présidente déléguée à la participation et aux initiatives citoyennes, je terminerai par cette phrase de Daniel Mitterrand, dont la Fondation a placé le droit à l'eau des peuples au cœur de ses missions, puisqu'à l'évidence, l'eau est à l'origine de la vie et permet toutes les activités engagées sur la planète, l'être humain doué de raison devrait reconnaître que rien n'est possible s'il n'a pas constamment présent à l'esprit que l'eau, le respect de l'eau, la sauvegarde de l'eau sont un préalable à toute politique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci Anne. Alors comme mon discours est dans l'ordinateur et que je ne l'ai pas imprimé, vous êtes sûr comme ça que comme d'habitude je vais improviser. Plus ça arrive. Un point important quand même entre Rhône et Saône, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on fait participer les gens, comment est-ce qu'on leur explique les enjeux qu'on vient de voir qui sont très importants sur l'eau, tout en n'étant pas trop catastrophiste comme on l'est souvent sur l'eau, pas trop barbant non plus, et qui permettent malgré tout une certaine pédagogie. Alors ce qu'on a imaginé un peu d'innovant, et c'est la première démarche que la métropole de Lyon engage là-dessus, c'est de finalement travailler sur les imaginaires. Comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir, comment est-ce qu'on invente des avenirs possibles avec la question de l'eau et autour de l'eau, le fait qu'on en aura peut-être moins. Et donc toute cette démarche-là, qui démarre ce soir, elle a pour objectif de faire travailler les métropolitaines et les métropolitains à ces imaginaires-là, à se projeter dans le futur par différentes choses que je vais vous expliquer. En parallèle de cela, et pour la mise en place de la régie publique, on a également un autre travail de concertation qui cherche à mettre une dynamique aussi citoyenne autour de la régie publique et de leurs futurs représentants dans la régie. Mais ça, je ne vais pas m'étendre dessus ce soir. Donc, pour cette première phase-là, sur ces imaginaires, la première chose, c'est ce soir, avec le tribunal des générations futures. Ça va permettre de poser les enjeux, les controverses. Vous avez vu que le titre sur les réseaux sociaux, faut-il sanctionner les gâchis, a été pris au pied de la lettre, comme ça va très très bien, on est blindé sur tous les commentaires. Il ne faudra pas le prendre au pied de la lettre, mais je vous le laisserai le découvrir après. Et puis sinon, sur toute la métropole, c'est créer cette dynamique citoyenne et avoir plein d'expériences, passer par les sensibles, passer par la culture, passer par les récits pour faire de la pédagogie et permettre aussi des moments de débat. Donc c'est de la prospective participative, c'est un terme un petit peu technique, mais qui a été imaginé déjà par aussi des sociologues, des universitaires avec nous. Et on va le faire principalement avec des partenaires pour changer, plutôt que de faire des grandes réunions publiques comme celle-ci, par exemple. Et on va le faire avec tout un tas de partenaires, avec une centaine d'animations sur le territoire, dont 80 auprès de différentes structures ce printemps, qui sont des écoles, des centres sociaux, des collèges, des médiathèques, des MJC, des résidences autonomie de personnes âgées, des jardins partagés, la maison des étudiants, Unicité, l'ILOS, les péniches du Val-de-Saône. Vous voyez une diversité d'acteurs qui vont avoir des ateliers. Alors, des ateliers comment ? De projection sur le futur. Là, il faudra aller s'inscrire dans ces ateliers pour aller découvrir. Des ateliers d'écriture, du théâtre, des ciné-débats, des balades prospectives, tout un tas de choses qui vont permettre de construire ces récits culturels autour de l'eau qu'on va derrière agencer et réunir au travers d'un événement de clôture qu'on est en train d'imaginer et qui sera un peu une surprise, là aussi, de l'automne. Et puis certaines de ces animations, elles seront effectivement ouvertes à tous,
Et donc, voilà, vous avez un petit calendrier qu'on ne voit pas forcément très très bien, mais donc du coup, vous pouvez toujours vous référer au site grandlyon.com pour aller voir ce qui se passe. Et là aussi, dans plein d'endroits différents de la métropole, des tas d'actions sur lesquelles vous pouvez aller vous aussi participer. Et puis également, il y aura aussi un défi auprès de particuliers ou de familles tout le mois de juin pour consommer moins d'eau. On vous aidera à le faire et on verra qui gagne à la fin. Il y aura également un jeu en ligne en mai qui va s'ouvrir. Là aussi, on vous dira quand. Il y aura un petit peu de teasing. Peut-être qu'on mettra aussi une phrase polémique sur les réseaux, histoire de le lancer bien comme il faut. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez évidemment soit participer en allant donc, sur grandlyon.com à dessous de cette démarche participation, poser des questions sur le mail aufutur@grandlyon.com si vous le souhaitez. Si vous voulez participer aussi aux travaux sur la régie, c'est encore possible. Donc vous revenez me voir, vous utilisez le mail là en question, et puis derrière on vous inscrit dans cette démarche-là. Et je ne vais pas parler trop plus longtemps. Cette démarche-là, c'est un peu les « et si ». Et si on faisait, et comment est-ce qu'on s'imagine la suite? Peut-être avec moins d'eau, mais peut-être avec des choses sympas quand même. Et on va commencer malgré tout par les controverses et comment on les organise avec le Tribunal des générations futures. Et bon, bienvenue à cette soirée de lancement. Pour ou contre l'immortalité? Faut-il une bonne dictature verte? Veut-on vraiment d'un revenu universel? Coloniser l'espace est-il moral? Ouzbek Erika présente le Tribunal pour les générations futures. Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient, en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors soyez attentifs et surtout restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Parce que préparer demain est l'affaire de tous, le format du Tribunal pour les générations futures est accessible en licence libre. Pour organiser le vôtre, rendez-vous sur ouzbekerika.com/tribunal. Maintenant, mesdames et messieurs, silence, la cour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous l'avez vu, vous allez assister aujourd'hui à une séance du Tribunal pour les générations futures. Vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un peu particulière. Nous ne sommes pas une véritable cour et personne ne sera condamné ce soir, mais les débats qui vont se tenir sous vos yeux n'en sont pas moins d'une grande importance. En effet, au Tribunal pour les générations futures, les questions débattues sont tranchées dans l'intérêt de nos descendants. C'est donc dans l'espoir de leur léguer un monde meilleur que nous allons nous pencher ensemble sur la question suivante: faut-il sanctionner le gâchis d'eau? Avec nous ce soir le procureur Louis Pinault, maître François Flure, avocat de la défense, et Tommy Dessine, notre greffier que vous ne voyez pas mais qui est caché derrière, et qui s'assurera de trouver les mots et les dessins pour vous permettre de voir le débat en perspective et parfois de vous faire sourire. Défense, accusation, greffier, il ne n'en manque plus qu'un jury. Celui-ci aura la lourde tâche de prononcer un verdict à l'issue de la séance. Ce jury sera composé de 5 personnes que je vais tirer au sort ici, tout de suite, maintenant, parmi vous. Vous avez reçu normalement un ticket à l'entrée. Merci à Romain, d'ailleurs, de les avoir distribués. Ceux que je vais appeler sont invités à prendre place au premier rang. Vous avez ici des places réservées pour le jury. J'en profite pour rappeler à l'avocat et au procureur qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, pour
une raison valable, récuser un jury. Donc voyons voir, je vais piocher le premier jury, le jury numéro 1, le propriétaire du ticket numéro 40. Merci, mademoiselle. Le juré numéro 2, attention, le numéro 20, un chiffre rond, encore. Ouais. Je crois qu'il se cache. Le numéro 20. Le numéro 20. Ah, tout va bien. Je suis désolée, j'ai mes lunettes, mais... Le troisième juré... C'était pas si drôle. C'était pas mal, mais c'était pas si drôle. Le numéro... 84. Ça me parle, 84. 84. 84. 84, je suis allée trop loin. 74. Le numéro 74, s'il vous plaît. C'est les questions de l'avenir de l'humanité, hein, des générations futures. Voilà. Ah, merci. Le juré numéro 2 arrive tout doucement, mais sûrement. Le juré numéro 4. Numéro 31. Vous pouvez dénoncer aussi. Parfait, tu l'as allumé? Numéro 32. Allez, c'est parti. Pour le prochain. En cas de jury masculin supplémentaire, Madame la Présidente, nous allons devoir récuser. Je vous l'accorde. Nous serons en cas de non-parité manifeste. Et donc, pour le juré numéro 5... À la régie, je n'ai pas de micro. Et c'est parfait comme ça. J'appelle le numéro 58. Idéalement une femme. Vous pouvez venir vous installer juste ici. Merci beaucoup. Juste là. Donc nous avons notre jury au complet. Nous sommes en direct, sachez-le, si jamais vous voulez partager l'événement à quelqu'un parce que vous avez beaucoup aimé, déjà l'introduction, vous pouvez le faire. Nous sommes en direct sur YouTube et ça restera sur la métropole de Lyon. Et sachez, vous qui nous regardez en direct, vous pourrez également donner votre avis sur le sujet tout à l'heure en utilisant une application qui s'appelle Slido, mais j'y reviendrai. Je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du Tribunal pour les générations futures. Nous allons donc pouvoir passer à la présentation des faits avec une petite vidéo d'introduction. C'est quand même un des premiers problèmes qu'il faudrait résoudre aujourd'hui. Et il y a encore 2 milliards de personnes qui n'ont quand même juste pas accès à l'eau potable.
D'après les prévisions de la Compagnie nationale du Rhône, les débits pourraient chuter de 10 à 40% à horizon 2050, en cause le réchauffement climatique. Partout en France, des projets de retenue d'eau de plus en plus étendus se multiplient. Des réserves géantes, construites par les agriculteurs pour stocker l'eau et irriguer leurs champs. Conséquence directe du réchauffement climatique, ce lac subit une prolifération d'algues qui ne permet plus d'utiliser la filière de traitement actuelle en été. Eau du Grand Lyon a imaginé une solution de pompage déportée flottante déployée dans un temps record. Les élus de la métropole votent ce lundi le passage en régie publique de la gestion de l'eau. C'était dans le programme du candidat Bruno Bernard. Il faut 15 500 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. L'élevage représente 8% de la consommation mondiale d'eau. Là encore, majoritairement pour faire pousser les fourrages qui viendront garnir les auges. Mais non, mais le sol, c'est comme un filtre. Ça arrête tous les produits chimiques avant qu'ils aillent dans les nappes. Ouais, sauf que certains produits sont solubles dans l'eau, ils s'infiltrent jusqu'à la nappe. Et parfois, une toute petite quantité peut suffire à polluer toute la réserve. La capitale de la Namibie, ici il fait très sec, il pleut presque jamais. Du coup, je vais te montrer comment ils font pour recycler l'eau usée pour la rendre potable. En gros, ils boivent l'eau des toilettes. Des pays très inquiétants sur cette diagonale de la soif, des pays qui sortent de guerre, qui sont encore en guerre, je pense surtout au Yémen. Premier pays au monde qui allait disparaître à cause d'un manque d'eau. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous avez 20 millions de Yéménites qui n'ont pas accès à de l'eau potable avec des épidémies de choléra qui sont en développées. Elle est bonne. Le même goût que l'eau du robinet en France. Vous l'avez. Le sujet que nous abordons ce soir, vous l'avez compris, est faut-il sanctionner le gâchis d'eau? C'est un sujet très vaste et je vais donc me permettre, en plus de cette petite vidéo, de vous donner une introduction un peu pédagogique sur l'eau avant de rentrer dans le vif du sujet avec la cour et avec nos invités. Nous vivons tous, du moins pour l'instant, sur la planète bleue. Si en regardant depuis l'espace, nous avons l'impression que la ressource est inépuisable, il est important de le noter, nos réserves en eau sur cette planète sont limitées. Lorsque nous parlons d'eau, premièrement, il faut le savoir, la majorité de ces étendues bleues que nous voyons du ciel sont en effet de l'eau salée, non consommable, par les organismes vivants, plantes, animaux, nous. Les ressources dont nous disposons pour vivre, l'eau douce, l'eau potable, souvent cachée sous la surface, se limitent en réalité à 2,8% de toute l'eau disponible sur Terre. 2,8%. C'est peu. Deuxièmement, il faut noter, puisque nous parlons aujourd'hui spécifiquement de gâchis, qu'il est possible d'utiliser de l'eau douce sans forcément la gâcher, c'est-à-dire en priver les autres. Par exemple, une centrale de refroidissement peut utiliser de l'eau sans la polluer et donc la rejeter dans le cycle de l'eau, sans conséquence pour sa qualité. Cette même centrale peut également utiliser de l'eau de pluie sans passer par les nappes phréatiques et ainsi ne pas être en concurrence avec de l'eau que vous et moi consommons. Autre chose, il faut savoir qu'en Europe, nous utilisons aujourd'hui 8 fois plus d'eau que nos grands-parents. En cause, une démographie croissante, bien sûr, mais surtout une surconsommation de l'eau. Même si la tendance de la consommation est à la baisse, sur certains territoires spécifiques, comme le Grand Lyon, bravo. D'après le World Economic Forum, la crise de l'eau est la 4e risque mondial en termes de gravité des impacts. En termes de gravité des impacts sur la société. Si nous n'avons plus d'eau potable demain, nous devrons faire face à une santé dégradée des hommes, de la faune et de la flore. Mais également à des incendies, de la sécheresse, de la dégradation des terres agricoles et bien sûr une dégradation du bon fonctionnement global de nos industries. À terme, les économistes parlent de guerre de l'eau. La menace de la raréfaction n'est pas qu'ailleurs, elle est ici, maintenant, en Europe, en France, à Lyon. Je suis désolée de cet état des lieux très pessimiste, voire, si je puis dire, et reprendre les mots de notre intervenante de tout à l'heure, catastrophiste. Pourtant, chez Uzbek Erika, on est plutôt optimiste. Mais, malgré toutes ces alertes, aucune interdiction concernant le gâchis d'eau n'a été gravée dans le marbre. Il y a eu quelques limitations préfectorales ponctuelles en période de sécheresse, comme ne plus arroser sa pelouse ou laver sa voiture. Et du coup, la question ce soir est, faut-il aller plus loin ? Pour éviter aux générations futures de se retrouver sans eau potable pour vivre et manger, doit-on sanctionner le gâchis d'eau ?
Doit-on limiter la consommation de viande dès aujourd'hui? Car il faut savoir que l'agriculture et l'élevage comptent déjà dans le monde pour 70% de l'utilisation d'eau douce. Doit-on arrêter de produire? Car les industriels, eux, comptent pour 20% de l'utilisation de cette eau. Doit-on sanctionner les municipalités pour la mauvaise gestion de leur réseau de distribution? Et doit-on sanctionner les citoyens, vous, pour leurs mauvaises habitudes, pour prendre des bains? Je le fais beaucoup trop souvent. Pour avoir une piscine, pour acheter trop de bœuf, pour acheter trop de vêtements. Alors, qui doit payer? Y a-t-il une hiérarchie des usages? Il ne faut pas l'oublier, l'eau est un bien commun, elle appartient à tous, et personne n'a aujourd'hui le droit d'en interdire la consommation. Alors, au nom des générations futures, faut-il sanctionner le gâchis d'eau? Est-ce la solution? Et comment cela est-il possible? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos invités et la Cour. Pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur ce sujet, monsieur le procureur et l'avocat de la défense vont interroger 3 témoins. Et je vais dès à présent inviter notre premier témoin, madame Élodie Brelot. Merci de l'applaudir. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici ce soir? Bien, bonjour. Donc, je suis Élodie Brelot. Je dirige une association scientifique et technique qui s'appelle le GREI, qui est ancrée sur la région lyonnaise depuis 35 ans et qui vise à faire le lien entre scientifiques et praticiens dans les domaines de la gestion de l'eau. On travaille beaucoup sur la gestion des eaux pluviales urbaines. On travaille aussi sur l'assainissement et sur la gestion des milieux aquatiques. Notre mission consiste à animer des programmes de recherche pluridisciplinaires ancrés sur les territoires, à animer des groupes de travail technique avec des praticiens, et sur la base de ces 2 réseaux fantastiques, d'identifier des connaissances utiles pour faire évoluer la gestion de l'eau sur nos territoires, et donc de diffuser ces connaissances auprès des acteurs qui peuvent s'en saisir. On parle beaucoup aux professionnels, et parfois on essaye d'aller jusqu'au grand public, parfois avec des comédiens comme Jacques Chambon et Franck Pitiot, par exemple. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur, puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, madame la présidente. Un micro. Oui, non, si. Allô? Incroyable. En fait, il faut l'approcher de sa bouche. Monsieur le procureur. Merci, monsieur l'avocat. Bonjour, madame Brelot. Monsieur le procureur, bonjour. Madame Brelot, l'affaire, vous en conviendrez, est grave. Nous allons donc procéder avec un petit peu de méthode. Gâcher de l'eau, qu'est-ce que c'est? Gâcher de l'eau, premièrement, c'est la gaspiller. En France, pourtant, si mes chiffres sont corrects, 20% de l'eau potable produite n'arrive même pas jusqu'à nos robinets. Comment est-ce possible? Qui vole cette eau? Qui vole cette eau? Qui vole cette eau? Vous avez raison à un point, c'est qu'effectivement, on compte 20% de l'eau produite en eau potable qui n'arrive pas au robinet. Mais qui la vole, c'est une question intentionnelle. Non. En fait, pourquoi on la perd? C'est ça la question. Et la question, c'est quelle est la valeur de l'eau, en fait? Quelle est la valeur de l'eau potable? Qu'est-ce qui coûte dans cette eau potable? En fait, l'objectif, c'est d'apporter une eau potabilisée jusque chez chaque utilisateur. Et pour ce faire, il y a un réseau de distribution d'eau potable qui est phénoménal. En France, on évalue à 375 000 km de réseau de distribution d'eau potable. Si je ne me trompe pas, c'est 22 fois le tour de la Terre. Je crois que sur la métropole de Lyon, on peut évaluer à 5 000 km de réseau entre le réseau de distribution et le réseau l'adduction jusqu'au domicile. Au niveau national, ce patrimoine est évalué à entre 90 et 130 milliards d'euros. Et la question, c'est la gestion et l'entretien de ce patrimoine. Parce qu'une fois qu'il est mis en place, il vieillit, il subit des agressions, des dysfonctionnements. Depuis 2012, il y a un décret qui oblige les collectivités à connaître leur patrimoine et à établir des plans d'action. Aujourd'hui, en France, on est en moyenne à 0,66% de renouvellement par an. Ça veut dire qu'on renouvelle un réseau
tous les 150 ans. Donc ça veut dire que ces tuyaux, ils fuient en fait, tous. Ça veut dire que les tuyaux fuient, et ça veut dire que malgré l'investissement et l'effort de renouvellement qu'on fait, on ne peut renouveler le réseau que tous les 150 ans. Très bien. Mon deuxième point, c'est que gâcher l'eau, deuxièmement, c'est la polluer. Pourtant, encore une fois, selon les enquêtes préliminaires à cette affaire, il semblerait que les eaux, nos eaux usées ne soient pas nécessairement entièrement dépolluées. Et ça m'interroge. Oui, ça me surprend même beaucoup. Mais je crois que le principe du tout à l'égout est une catastrophe. Tout à l'égout, ça veut dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dans l'égout. Vous croyez qu'on est tous des magiciens et qu'on a des usines qui peuvent enlever tout ce que vous mettez dans les réseaux. En fait, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, premièrement, il faut que l'eau elle arrive jusqu'à la station d'épuration. Donc, encore une fois, on a un système de réseau qui, lui, peut être fuyard. On reviendra sur la question des eaux pluviales soulignée par Mme Gros-Perrin. Il faut que cette eau elle arrive jusqu'à la station d'épuration. Ensuite, nos stations d'épuration, on a des procédés de traitement, notamment biologiques, qui enlèvent la matière organique. On a affiné les traitements pour enlever l'azote et le phosphore par rapport à nos milieux récepteurs qui souffraient d'eutrophisation. Donc, on a affiné les traitements à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la question, c'est toutes les pollutions résiduaires qui résistent à ce traitement biologique, et notamment tous les micropolluants métalliques, mais aussi les médicaments, les détergents, les biocides, qui potentiellement passent au travers de notre station d'épuration. Mais pourquoi dans ce cas-là ces produits ne sont pas interdits? Pourquoi ce n'est pas interdit de jeter dans l'évier quelque chose dont on sait déjà qu'il ne pourra pas être traité? Je pense qu'on utilise tous ces produits sans forcément le savoir. J'ai beaucoup travaillé sur la problématique des médicaments. Le problème des médicaments, ce n'est pas tant de les jeter dans le WC ou dans l'évier, c'est tous les médicaments que vous consommez, ils se retrouvent dans l'assainissement par l'urine et par les excréta. Donc, consommer des médicaments, c'est envoyer des médicaments dans l'environnement. Utiliser des détergents et des biocides au quotidien, c'est envoyer des détergents biocides dans l'environnement. On a plein de sources et c'est difficile de les maîtriser. Par contre, la question de la réduction à la source est une vraie question. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard sur les solutions à apporter. On peut affiner les traitements en station d'épuration. On peut faire des stations d'épuration qui traitent nos micropolluants, mais ça a un coût. C'est un coût économique, c'est un coût énergétique, c'est un coût environnemental. Et même si on le fait, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la réduction à la source. Est-ce que c'est le consommateur qui doit en avoir la responsabilité? Après, on ouvre un autre sujet de société très très large. Est-ce que c'est le consommateur qui doit choisir de ne pas utiliser de polluants non dégradables? Ou est-ce que c'est l'offre qui doit évoluer avec moins de polluants non dégradables? Très bien. Est-ce que j'ai le temps d'une troisième et dernière question, Madame la Présidente? Oui, Monsieur le procureur. La troisième composante du gâchis, si je comprends bien, c'est également de ne pas valoriser la ressource hydrique qui est à notre portée. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous expliquiez à notre jury en quoi, aujourd'hui en France, le plus gros gâchis d'eau, au fond, c'est celui de la non-valorisation des eaux pluviales. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui est ici parlant. Qui est parlant et qui nous rassemble, effectivement. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers la ville perméable. Et c'est un symbole, finalement, de cette question. C'est un vrai paradoxe. On dit que l'eau, c'est la vie. Et quand elle arrive en ville, on imperméabilise et on veut l'évacuer le plus vite possible à l'aval. On veut s'en débarrasser le plus vite possible. Alors pourquoi l'eau, qui est la vie, quand elle touche le sol, devient un déchet à évacuer le plus vite possible? Donc c'est un modèle hygiéniste. On a voulu fonctionner comme un système veineux. On centralisait, on évacuait à l'extérieur de la ville. Et aujourd'hui, on a bien conscience que ce qui est important avec l'eau pluviale, c'est de l'utiliser au cours de son passage. C'est-à-dire la ralentir et faire en sorte qu'elle nourrisse les sols et qu'elle nourrisse les nappes phréatiques qui sont en dessous avant de rejoindre la Méditerranée. On a plein d'arguments. Le fait qu'elle ruisselle, elle se charge en pollution avant d'être rejetée, alors que si on infiltre, elle ne se pollue pas. On accélère, on provoque des inondations. Pour gérer ces flux d'eau rassemblés, on construit des ouvrages de plus en plus gros avec des investissements et de l'entretien qui sont phénoménaux. On a des cathédrales souterraines pour gérer nos eaux pluviales. Quand elles rejoignent le réseau d'eau usée, non seulement, pour certaines, elles vont aller à la station d'épuration, mais surtout, elles vont entraîner les eaux usées non traitées avant la station d'épuration, parce que le réseau, il déborde.
Et puis l'eau pluviale dans la ville, elle propose des bénéfices connexes beaucoup plus importants. On va nourrir le sol, on va nourrir de la végétation, on va lutter contre les îlots de chaleur. Donc, utiliser cette eau de pluie quand elle tombe sur la surface du sol, c'est du bon sens, mais c'est un renversement complet de nos pratiques actuelles d'ingénieurs, en fait. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Procureur. Merci, Madame Brelot. Je vous en prie. Maître, le témoin est à vous. Allons-y. Madame Brelot, merci tout d'abord. Alors, je ne peux que partager le constat. Un réseau qui fuit, du détergent dans l'évier, une goutte d'eau qui ruisselle sur le bitume. Très poétique. Mais est-ce qu'en fait, dans ces différents exemples, eh bien, on a vraiment le choix? Parce que pour qu'on puisse parler de gâchis, qui est quand même l'accusation qui est portée, ben, il faudrait peut-être qu'il y ait des alternatives viables. Oui, il y en a des alternatives. Je vais essayer de dresser assez vite les alternatives sur les 3 sujets. Sur l'eau potable, la première alternative qui est souvent évoquée, c'est d'avoir un réseau d'eau non potable. Parce qu'en fait, on se dit, on distribue de l'eau potable pour la mettre dans les toilettes, pour laver les voitures, pour laver les rues, pour mettre dans des piscines, éventuellement on pourrait avoir besoin. Mais en fait, la notion de double réseau est une mauvaise idée parce que ce qui coûte dans le service d'eau potable, c'est le réseau. C'est même pas le traitement. Le traitement, c'est 5 à 50 centimes. On a 2/3 de nos ressources en eau en France qui sont des ressources de qualité, donc avec des traitements très simples. Mais le réseau, c'est la catastrophe. Et Paris, qui dispose historiquement d'un double réseau, il y a eu un débat pendant des années pour savoir s'il le conservait ou pas. Et en fait, il le conserve parce que le détruire, ça reviendrait encore plus cher que de le garder et de l'entretenir à minima, avec toutes les fuites qu'il peut avoir. Par contre, sur cette eau potable, la notion des ressources locales est un vrai sujet. L'utilisation d'eau de pluie à la parcelle, pour le lavage des rues. On peut développer des ressources alternatives qui évitent de consommer de l'eau potable. On consommera toujours de l'eau, mais une eau qui est à notre disposition en local. Et puis après, il y a effectivement modifier nos pratiques et être dans la réduction des consommations et le bon usage de l'eau. Et ça, c'est un élément important que nous développerons avec les générations à venir. Sur l'assainissement, je l'ai déjà évoqué, réduire à la source, c'est vraiment un enjeu majeur. On sait traiter, on peut le faire. À quel coût? Et est-ce que toutes nos eaux usées iront jusqu'à l'usine de dépollution? Il faut tabler sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il faut potentiellement affiner nos traitements en station d'épuration, mais il faut que chacun travaille à réduire ses rejets de toxiques et de polluants non traités. Pour les médicaments, c'est pas évident quand même. Eh bien, ça fait partie des sujets que l'on peut évoquer, mais j'y reviendrai peut-être plus longuement une autre fois. Pas interférer. C'est pas simple, c'est pas le plus simple. Par contre, désinfecter de manière systématique quand vous faites une machine à laver, quand vous lavez les sols ou la vaisselle, c'est une hérésie, ça sert à rien et ça facilite le développement de l'antibiorésistance. Mais là aussi, je peux en discuter plus tard si vous voulez. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut prendre, pour un mal de tête, on peut changer de médicaments avec des médicaments qui sont plus efficaces, aussi efficaces l'un que l'autre, mais moins impactants sur l'environnement. Une bonne tisane. Je m'égare. Moi, j'adore quand vous vous égarez. C'est vrai. Continuez, oui. Ouais. On y reviendra peut-être pour les questions. Il est très biorésistant. C'est vrai, on a remarqué. Et puis enfin, alors j'en étais où? Ah ben la désimperméabilisation. Mais ça, les solutions, elles existent. Et en plus, elles répondent à tellement d'autres objectifs. D'ailleurs, on parlait de l'articulation entre les politiques de la ville. J'ai souvent constaté que des projets novateurs en termes de désimperméabilisation, finalement, étaient portés par d'autres enjeux. D'exemplarité en termes de gestion économe, de végétalisation, de cycles courts, de conceptions urbaines différentes. Finalement, c'est des arguments de ce type-là qui nous amènent à désimperméabiliser la ville et à utiliser l'eau pluviale au plus près de là où elle tombe. Mais justement, si on prend cet exemple qui, je pense, vous tient à cœur, j'ai l'impression de l'imperméabilisation, ou plutôt la perméabilisation de la ville, si on veut sanctionner, il nous faut un coupable. Alors là, c'est qui le coupable? Est-ce que vous prêcheriez pour une sanction des villes qui ont trop bituminé pendant des années, gaiement? Qu'est-ce que vous pensez d'une sanction sur le sujet de l'imperméabilisation? Alors, d'abord, on est tous responsables, je pense, vraiment. C'est-à-dire, globalement, c'est l'aménageur qui est responsable de l'imperméabilisation. Mais
Mais l'aménageur, c'est l'aménageur privé, c'est l'aménageur public, c'est la voirie, c'est les espaces. Puis c'est l'habitant de la ville qui ne veut pas marcher dans la terre, qui veut aussi que ce soit étanché. On travaille beaucoup sur la désimperméabilisation pour identifier qui peut désimperméabiliser prioritairement. Où est-ce qu'il y a les plus gros potentiels? Est-ce que c'est chez les particuliers? Est-ce que c'est sur les logements collectifs? Est-ce que c'est sur les zones d'activité? Est-ce que c'est sur les espaces publics? C'est un travail qui est en cours, mais en tout cas, il y a des potentialités partout. En ce qui concerne la sanction, la taxe eau pluviale, moi, je suis née avec la réflexion de la taxe eau pluviale. Il faut qu'on taxe l'imperméabilisation et qu'on mette en place des assiettes pertinentes pour favoriser la désimperméabilisation. On y réfléchit 25 ans. Elle est sortie il y a... J'ai oublié de regarder les dates. On va dire il y a 8 ans, ça y est, la taxe eau pluviale sortait. On a sorti le champagne quand même. Hein. Elle a tenu 2 ans. Elle a été votée sur 3-4 territoires engagés. D'autres l'ont votée par erreur. Et elle a tenu 2 ans parce qu'on a voulu une simplification de l'impôt, de la taxation, parce qu'on l'avait tellement capée qu'elle est tellement compliquée, mais elle ne rapportait pas grand-chose, donc finalement, ça n'avait plus de sens. On ne voulait pas qu'elle soit trop onéreuse. Et j'étais allée il y a 20 ans aux États-Unis, ils faisaient tous des gros bassins, ils imperméabilisaient, puis ils ont pris le pas inverse, et je ne sais pas comment ils font, c'est pas comme chez nous. Mais il y a plein de villes aujourd'hui aux États-Unis où il y a une taxe eau pluviale. Pour exemple, à Portland, c'est $400 pour 500 mètres carrés par an. J'ai pris 500 mètres carrés pour être sur une mini-parcelle. Berlin aussi l'a fait. Pas toute l'Allemagne, mais Berlin. Berlin, ils sont à $1 300 pour 500 mètres carrés par an. Ça a été envisagé en Italie. Je n'ai pas creusé plus, ça ne s'est pas passé. Chez nous, donc, je le disais, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est intéressant à Portland comme à Berlin, c'est que c'est un outil incitatif. Vous avez une taxe eau pluviale, mais vous pouvez mettre en œuvre des actions pour désimperméabiliser et pour avoir des bonus sur cette taxe. Donc toute la gestion de la taxe par la collectivité, c'est d'impulser la désimperméabilisation de la part des habitants, des propriétaires fonciers, pour qu'ils aient des bonus sur leur taxe, mais surtout qu'ils désimperméabilisent et qu'ils soulagent les systèmes collectifs de gestion des eaux pluviales. Merci beaucoup, c'est limpide, comme de l'eau pure. Et pardon, j'arrête les jeux de mots sur l'eau. J'ai une dernière question. Dans toute cette réflexion, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement chaque gâchis est associé à un coût pour la collectivité. Dès lors, je me demande si la sanction que mon confrère demande, qui est là pour faire évoluer nos pratiques, j'imagine, puisqu'il est bien intentionné, n'est pas déjà en place derrière ce coût. Est-ce qu'il ne suffirait pas de médiatiser cette réalité du coût que ça a pour le collectif pour que l'effet sanction se fasse sentir? On paye l'eau. Et quand on paye l'eau, en gros, on est à 4 € du mètre cube. Dans les 4 € du mètre cube, il y a 40% pour l'eau potable, 40% pour l'assainissement, et il y a 20% de taxes redevances qui sont, pour une grande partie, mutualisées au service de l'eau. On est dans un système l'eau paye l'eau. Mais c'est l'eau potable, l'assainissement, ce n'est pas le pluvial. Le pluvial, aujourd'hui, c'est le budget général, c'est l'impôt. C'est l'impôt qui paye le pluvial, c'est l'impôt qui paye les gros tuyaux, les gros bassins, les gros ouvrages, leur gestion, leur entretien, leur renouvellement. C'est l'impôt général. Donc on le paye. Mais peut-être qu'on ne le sait pas et qu'on ne le dit pas assez. Après, aujourd'hui, le système de l'eau paye l'eau est un peu bousculé parce qu'on se rend compte que les investissements nécessaires aujourd'hui pour l'assainissement sont très importants. Donc il y a une réglementation qui vient de sortir, c'est pas la 3DS ou la, je sais plus, c'est la 3DS, qui rend possible la mobilisation du budget général pour financer de l'investissement pour l'eau et l'assainissement. C'est aussi parce que ça va être de plus en plus cher, tout ça. Alors peut-être qu'on ne touchera pas au prix de l'eau. Souvent, entre nous, on dit que l'eau n'est pas assez chère pour qu'on se rende compte de sa valeur. Souvent, les politiques disent « on va essayer de vous baisser le prix de l'eau ». C'est un débat qui est souvent difficile. Mais si on baisse le prix de l'eau et que finalement on vient financer la qualité de nos ressources avec le budget général, c'est toujours l'usager qui paye in fine. Et c'est toujours la collectivité qui gère in fine. Donc je ne sais pas ce que c'est sanctionner le gâchis. Il faut qu'on préserve nos ressources, il faut qu'on soit responsable au regard de l'eau, que les territoires soient responsables, que les individus soient responsables, qu'on juge de sa valeur, et puis qu'on fasse le nécessaire pour limiter son coût, en fait, tous ensemble.
Merci beaucoup, Madame Brelot. Madame la Présidente, je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on peut applaudir la télé. Merci beaucoup, Madame Brelot. Je vous invite à rester sur scène. Très bien. Simplement, Monsieur le procureur, à l'avenir, restez bien concentré sur ce que dit votre témoin. Merci. J'appelle maintenant à la barre notre second témoin, Monsieur Jacques Pasquier, s'il vous plaît. Monsieur Pasquier, pouvez-vous également décliner votre identité et les raisons de votre présence ici, devant cette cour? Alors, je suis paysan dans la Vienne, dans Poitou-Charentes. Un endroit où le débat sur l'eau est virulent, avec des accaparements par certains agriculteurs, pas tous, j'y reviendrai. Et moi, il y a 20 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'eau en voyant une sorte d'énorme taupinière. C'était une construction dont je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Et c'était ce qu'on a appelé à ce moment-là, et avec un copain, on est à l'origine de ce mot, des bassines. Et donc, c'est de l'eau que l'on met dans une réserve bâchée, parce que on a tellement fait tout ce qui a été dit, accélérer le transit de l'eau dans les milieux, fait n'importe quoi en agriculture. Il n'y a plus que les bâches à certains endroits qui retiennent l'eau, et c'est ce qu'on appelle une bassine et un accaparement de l'eau. Je ne vais pas plus loin parce que c'est le sujet après des questions. Donc, en tant que paysan, j'étais producteur de céréales, de oléagineux, et je suis à la retraite depuis 6 mois. Merci. De la même manière que Madame Brelot, vous allez être interrogée d'abord par Monsieur le procureur, puis par l'avocat. Et avant cela, bien sûr, je vais vous demander de jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures. Je le jure. Merci beaucoup. Vous pouvez lever la main, comme le demande. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que du côté de la greffe, on pourrait me projeter la première pièce à conviction, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Pasquier, dans l'agriculture, on est une grande famille, mais on a beau être une grande famille, tout le monde ne fait pas son métier de la même manière. Et loin de moi l'idée d'être le bad cop et de vous demander d'être une balance, mais est-ce qu'il n'y a pas parmi vos confrères des gens qui ont des pratiques hydriques qu'on pourrait qualifier d'absurdes, qui relèveraient en fait d'un évident gâchis? Et encore une fois, ce n'est pas pour aiguiller votre témoignage, mais je pense notamment aux gens qui s'occupent de cette plante qui est le maïs. Alors, tous les agriculteurs ont besoin d'eau, toutes les plantes ont besoin d'eau, tout être vivant a besoin d'eau. Moi, là, je représente en gros 50 litres d'eau là, dans mon corps. C'est-à-dire 65% de mon corps, c'est de l'eau. Pour vous, c'est à peu près la même chose. Et le vivant a besoin d'eau. Mais en agriculture, tout le monde n'utilise pas l'eau de la même façon. Seulement, enfin même moins de 6% de la surface agricole est arrosée. Moins de 6%. Tous les autres agriculteurs, toutes les autres surfaces poussent avec des plantes qui sont arrosées par la pluviométrie naturelle. Et donc les cultures sont dépendantes des aléas climatiques, mais sont de ce fait aussi adaptées à la pluviométrie locale et au potentiel des terres. Or, aujourd'hui, il y a des cultures qui ont un besoin impératif d'irrigation. Le maraîchage, l'arboriculture ont besoin d'irrigation parce que nous tous, consommateurs, déjà, on a un a priori sur l'apparence des légumes, des fruits, et un fruit qui aura souffert d'un stress hydrique ne sera pas commercialisable, ne sera pas appétissant. Le maraîchage en a besoin, il produit l'alimentation pour les humains directement, les fruits aussi. Tout le monde n'utilise pas les mêmes volumes. Pour irriguer du maïs, comme il y a sur cette image, on va utiliser 2000 m3 pour 1 hectare. Mais un irrigant qui a beaucoup de maïs peut utiliser 1 million de m3 pour lui tout seul. 1 million de m3 pour une seule ferme. Quand des maraîchers qui ont 2 hectares vont peut-être utiliser
3 000 à 4 000 mètres cubes dans une année. Alors 3 000 à 4 000, c'est beaucoup par rapport à la consommation d'une famille, mais c'est de l'eau qui n'est pas potable, c'est de l'eau qui n'est pas traitée, et c'est de l'eau qui fournit beaucoup de choses. Quand on irrigue du maïs, avec 1 mètre cube d'eau qui irrigue du maïs, on accompagne la production de moins d'1 euro. Alors même si en ce moment la flambée des prix avec la spéculation augmente, ça sera peut-être 2 l'année prochaine, mais guère plus, moins de 1 euro avec 1 mètre cube d'eau. On produit à moins de 1 euro de maïs avec 1 mètre cube d'eau. Quand on est en maraîchage, on produit 15 euros de matière, 15 euros d'alimentation, et donc on valorise cette eau. Et en même temps, à côté de cette valorisation, ou parce qu'il y a cette valorisation, il y a de l'emploi. Il y a des gens qui travaillent. Et ça sert à l'alimentation, comme j'ai déjà dit. Donc effectivement, il y a des grandes disparités dans le monde agricole sur l'utilisation de l'eau. Certaines productions ont un besoin impératif d'eau, d'autres peuvent s'en passer. 65% des surfaces en maïs ne sont pas irriguées. Par contre, ce n'est pas dans n'importe quelle terre, c'est les terres de marais, les terres qui sont suffisamment capables de retenir l'eau quand il pleut, et pas dans les sables filtrants ou dans les calcaires filtrants. Oui, parce que j'aurais pu vous montrer aussi des photos aériennes de désert avec des champs de maïs en cercle. Exactement, mais en Poitou-Charentes, sur le maïs, on n'en est pas très loin de cette logique-là. Ou dans les Landes. Mais dans les Landes, l'eau n'est pas encore rare. Très bien. Remontons un peu, si vous voulez bien, la chaîne de responsabilité, ici, puisqu'on est à la recherche d'un coupable. Responsable, mais pas coupable, peut-être. Voilà. Responsable, mais... Ah, moi, je cherche un coupable, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Est-ce que, si on regarde la politique agricole en Europe, en France, ces 50 dernières années, on ne constate pas qu'au lieu de sanctionner ce gâchis, en fait, on l'a subventionné? Ça, c'est une réalité. La politique agricole, qui depuis les années 60, 62, je crois, a subventionné l'augmentation de la production. Et elle a donc accompagné un modèle agricole qui produit, mais qui consomme aussi beaucoup de choses. Elle consomme de l'énergie, ça a été abordé tout à l'heure dans l'introduction. Elle consomme beaucoup d'intrants, de chimie, mais elle consomme aussi beaucoup d'eau dans certains cas. Et ça, c'est un vrai problème. Dans la politique agricole de 1992, qui a mis en place des paiements directs aux agriculteurs, avant les agriculteurs avaient des prix encadrés, des prix administrés, et ils n'avaient pas de subventions directes. En tout cas, pas tous les ans pour les cultures. En 1992, on a instauré des paiements directs versés aux agriculteurs avec des montants supérieurs pour les hectares de cultures irriguées, ce qui a de fait encouragé à irriguer, donc à consommer de l'eau. Et puis, on avait avant, parfois, et en même temps, subventionné le matériel d'irrigation pour que ces gens soient équipés pour irriguer. Alors là, la responsabilité, elle est vraiment collective, parce que les agriculteurs sont les victimes ou sont les acteurs d'un modèle qui leur est suggéré par les politiques publiques, par les scientifiques, avec beaucoup de guillemets, ou les productivistes qui ont un intérêt économique à faire fonctionner une machine économique qui, des fois, n'est pas dans l'intérêt de la collectivité, mais qui fait beaucoup de business. Et donc ça, c'est une responsabilité partagée de l'ensemble de la société, même si les agriculteurs ont un libre arbitre et que tous n'agissent pas de la même façon. J'ai le temps d'une dernière question, Madame la Présidente. Oui. Monsieur Pasquier, je suis à la recherche d'un coupable, mais je ne suis pas non plus un bourrin obscurantiste. Et je suis bien conscient que l'agriculteur, quelque part, ici, c'est le coupable idéal. C'est un petit peu trop beau. Donc, si on veut encourager le développement d'une agriculture qui soit utile aux générations futures, utile à la préservation de l'eau pour les générations futures, à quel niveau de responsabilité on doit s'attaquer? Alors, clairement, l'agriculture est orientée par la PAC, Politique agricole commune de l'Union européenne,
et par son budget, même si tous les pays ne font pas la même chose avec le budget de la politique agricole commune. La France a fait des choses que l'Autriche ne fait pas. Alors c'est vrai que c'est pas le même milieu, c'est pas le même, mais l'agriculture biologique a été développée en Autriche bien plus tôt et bien plus avant qu'en France. On a aussi le plus gros budget européen qui va à l'agriculture. Mais ce n'est pas le seul d'ailleurs, parce que la France met aussi de l'argent du budget national à l'agriculture. Dans le projet de loi de finances qui définit le budget à l'agriculture pour 2022, alors agriculture, forêt et territoire, c'est 23 milliards. 23 milliards d'euros qui accompagnent pour l'essentiel l'agriculture. La forêt et les territoires en ont un peu, mais pour l'agriculture, c'est 18 milliards, je crois. 18 milliards d'euros, ça permet d'orienter les choses. Et encore, le stockage d'eau qu'on fait en ce moment, j'ai parlé des bassines, c'est financé par les redevances qui vous ont été présentées tout à l'heure. C'est-à-dire que nous tous, alors les agriculteurs contribuent aussi aux redevances, mais avec un montant très moindre au mètre cube de ce que paye le consommateur d'eau potable ou la collectivité qui fournit l'eau potable. Or, ces budgets-là biaisent le raisonnement de l'agriculture. Donc les politiques publiques doivent changer, peuvent changer. Moi, je suis vraiment satisfait qu'une collectivité comme celle qui organise cette opération aujourd'hui ait tenu, enfin des responsables de la collectivité, ait tenu le discours que j'ai entendu en introduction. Parce que ça, on l'entend dans très peu d'endroits. Récemment, il y a eu le Varenne de l'eau, nationalement, et les conclusions du Premier ministre a été « faisons du stockage ». Mais du stockage d'eau, ça ne crée pas d'eau. L'eau, elle vient du ciel. On peut favoriser le stockage naturel avec la perméabilisation des sols, par les méthodes agricoles qui vont permettre à l'eau de se conserver dans les nappes, mais on ne crée pas d'eau, ça c'est une certitude. Or, certains imaginent qu'en stockant l'eau, on crée une nouvelle ressource, ce qui est une aberration. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Procureur. Maître Le Témoin est à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pasquier, de vous êtes déplacé depuis Poitou-Charentes. On entend souvent que l'agriculture représente 70% de notre consommation d'eau. Je l'ai même entendu dans la bouche de la Présidente, que je ne veux pas incriminer. Mais il s'agit d'un gros chiffre, un chiffre qui fait peur. Mais est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que consommer des gros volumes d'eau signifie forcément qu'on en fait un usage excessif? Alors, effectivement, l'agriculture est un gros consommateur d'eau. Et toutes les sources de l'eau qui est utilisée par l'agriculture ne sont pas équivalentes. Quand on utilise l'eau pluviale, l'eau de la pluie qui tombe sur les champs pour faire pousser du blé, mais qu'on sème à l'automne et qu'on va récolter au mois de juillet, c'est pas la même chose que quand on sème du maïs dans des terres très filtrantes, où le sol est très filtrant, et qu'il va donc falloir arroser avec de l'eau des rivières, mais comme il y en a de moins en moins dans les rivières, de l'eau des nappes aussi, c'est ce qui se passe, c'est pas du tout la même problématique. Or, le 70% ou cette notion d'empreinte eau qu'il y a autour des steaks, comme ça a été dit tout à l'heure, ou autour d'un certain nombre de choses, peuvent prêter à confusion, parce que les choses sont plus nuancées que ça. Lorsqu'un bœuf est nourri sur une prairie, la prairie a aussi un effet positif sur la ressource en eau. Elle la filtre, elle est bonne aussi pour la biodiversité, mais l'eau peut s'infiltrer à travers une prairie. Elle est beaucoup moins polluée qu'une pluie qui tombe, que l'eau qui s'infiltre à la suite sur un champ de maïs, qui va pousser que l'été, et l'hiver, il n'y a rien qui pousse. Donc l'eau entraîne beaucoup de polluants quand il y a un sol nu l'hiver. La notion de sol nu l'hiver, c'est quand il n'y a pas de culture pendant du mois de novembre au mois de février-mars. C'est ça la question. Et ça, cette notion d'empreinte eau, elle est importante, mais il faut nuancer. Après, l'eau consommée, 70% d'eau pour l'agriculture, l'eau consommée ne signifie pas nécessairement... Non, l'eau utilisée ne signifie pas de l'eau consommée ou qui n'est plus disponible. Il y a aussi, l'eau est un cycle, un bœuf qui s'alimente, qui boit et qui va aussi rejeter de l'eau et avoir un fonctionnement dans son écosystème.
Mais on a beaucoup raisonné les choses de façon, y compris la sélection variétale, sur les potentiels de rendement. Mais quand on faisait des études, c'est un petit peu en train de changer, mais quand on a fait des études pour valider de nouvelles semences, on partait de toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire on visait le rendement, ça c'est un terme déplorable en agriculture, on raisonne toutes choses égales par ailleurs, comme si l'agriculture, qui est dans le milieu ouvert, pouvait raisonner en dehors de tous les aléas climatiques et du système dans lequel on évolue. Et donc on visait le rendement maximum, donc tous les essais, jusqu'il y a encore 15 ans, étaient irrigués de fait que la plante n'avait pas de stress et elle poussait, effectivement, elle exprimait son rendement maximum. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Formule 1 pour mettre dans les champs, on a besoin plutôt de Jeep ou de Méhari, des choses qui passent partout. Et ça, c'est une notion nouvelle à faire entendre. Merci beaucoup. Même s'il s'en défend, on sent que pour Monsieur le procureur, il y a les bons agriculteurs et les mauvais agriculteurs. J'aimais croire qu'il est simplement fan des inconnus, mais je pense qu'il est plutôt binaire. Et on nous propose derrière de poser des sanctions, de sanctionner ces mauvais agriculteurs, alors que l'agriculture, on l'entend assez souvent, crève déjà de normes. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, sur ce sujet, plutôt laisser parler le bon sens paysan? Alors, le bon sens paysan, effectivement, ça peut avoir un intérêt, et il y en a quelques-uns qui l'ont ou qui le retrouvent, mais on est dans un système qui nous contraint à faire des choses. On est dans un milieu économique où, en ce moment-là, vous avez tous entendu, ou alors vous n'avez aucun média, mais vraiment aucun, qu'il fallait produire plus, parce que c'est la guerre en Ukraine. Ce dont on manque, pour l'instant, ce n'est pas encore d'alimentation. Si la guerre dure 1 an, peut-être, parce qu'il y aura d'autres enjeux. Mais ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'énergie. Le problème, c'est l'énergie. Et pour l'agriculture, le vrai problème, c'est d'avoir de l'énergie pour faire les engrais dans le modèle agricole que l'on a aujourd'hui. Sur le souci aujourd'hui, c'est de savoir comment on va fabriquer les engrais, parce que les engrais sont fabriqués à partir du gaz, et que le gaz, il est en totalité importé pour la France. Les engrais sont aussi importés parfois de Russie, parfois d'Égypte ou d'ailleurs, mais on a une incertitude. Donc la souveraineté alimentaire dont tout le monde parle, alors qu'il y a quelques années, il n'y avait que la Confédération paysanne et les autres parlaient de vocation exportatrice, la souveraineté alimentaire, c'est une illusion quand on est dépendant sur les énergies qui permettent de faire les engrais. Par contre, il y a des systèmes agricoles, sans doute moins productifs en quantité, mais qui sont plus productifs en bilan net. On produit plus de carbone alimentaire, enfin plus de carbone ou plus de protéines alimentaires dans un système plus économe en engrais, en chimie, et de ce fait, ça change complètement le raisonnement. Faire payer les pollutions, c'est le principe pollueur-payeur. C'est la loi sur l'eau de 1992, je crois qu'il l'a créée. Ça a été repris ensuite par la charte de l'environnement, bidouillé, machin. Maintenant, c'est même plus on assume la réparation, c'est on participe à la réparation. Et de fait, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce qu'aujourd'hui, là, le prix de l'engrais qui s'envole, on pourrait imaginer que ça fonctionne. Mais le gouvernement, parce qu'il y a des manifestations de partout, est en train d'imaginer le moyen de subventionner d'une façon ou d'une autre, ou de prendre en charge les surcoûts qui vont être créés. Le principe pollueur-payeur, il part du principe que de toute façon, on ne va pas pouvoir changer le système. Nous, on préférerait imaginer qu'on ait d'autres moyens de production, d'autres systèmes de production que ceux qui sont prédateurs des ressources naturelles, que ceux qui polluent les ressources naturelles en eau. Et ça, c'est quelque chose que les budgets de la PAC pourraient accompagner autrement en les utilisant autrement qu'ils ne le font aujourd'hui. Je pense qu'il me reste peu de temps, mais peut-être en quelques mots, ces solutions, alors plutôt que de taxer demain les mauvaises pratiques qu'on encourageait hier, est-ce qu'il n'y a pas des solutions d'avenir aujourd'hui que vous pourriez nous partager au creux de l'oreille? Je pense qu'on est tous preneurs, là, vu le... Je vous ai dit, il y a des productions pour lesquelles l'eau est indispensable et d'autres où elle est plus accessoire d'une façon générale à l'échelle du pays. On doit prioriser les usages de l'eau, tout comme on doit prioriser les usages de la terre.
le zéro artificialisation sur la Terre, c'est la même logique. On a besoin de produire de l'alimentation. Pour ça, il faut du sol, il faut aussi de l'eau, et il faut des lois qui priorisent l'usage, pas nécessairement la propriété, excusez-moi, mais l'usage que l'on fait de l'eau. Et on pourrait très bien imaginer que, alors j'ai entendu avec plaisir qu'ici on imaginait faire des préemptions sur la terre pour produire du maraîchage, eh bien qu'on ait de la même logique, parce que les agriculteurs qui irriguent et qui ont eu à un moment donné un prélèvement d'1 million de mètres cubes et qui aujourd'hui se disent j'ai une référence d'1 million de mètres cubes, je ne peux pas diminuer. Cela, on pourrait peut-être leur expliquer par une loi, par une réglementation, qu'ils n'auront pas 1 million de mètres cubes, ils en auront peut-être 50 000 mètres cubes, ce qui est encore beaucoup. Hein. Je vous ai donné des chiffres, certains vivent à 2 avec 4 000 mètres cubes et d'autres n'irriguent pas. Donc on peut faire ça. On peut répartir l'eau différemment avec une priorisation des usages pour ce qui est indispensable à la France, pour l'alimentation des populations, pour le fonctionnement pérenne d'une restauration collective locale, et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Passier. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup à tous les deux. J'appelle maintenant à la barre notre troisième et dernier témoin, Madame Émilie Gaillard. Madame Gaillard, pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici ce soir? Bonsoir, je suis Émilie Gaillard, maître de conférence HDR en droit privé à Sciences Po Rennes et spécialiste en droit des générations futures. Merci beaucoup. De la même manière, vous allez être interrogé d'abord par Monsieur le procureur, puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous également jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je jure. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Madame Gaillard. Monsieur le procureur. Chers confrères. Fait du bien d'avoir une professionnelle avec soi sur scène. Paillotage, Madame la Présidente. Justement, j'y viens. Est-ce que vous pourriez leur expliquer... déjà, bonjour. Bonjour. Leur expliquer à eux, mais aussi lui expliquer à lui, qui aimerait qu'on ne fasse rien et que les choses changent toutes seules, en quoi c'est crucial de consolider la notion de gâchis dans le droit? Alors, la notion de gâchis en elle-même, on le pressent, ce n'est pas une notion juridique à proprement parler, c'est plutôt une notion du sens commun, de la vie de tous les jours. Par contre, elle a le bénéfice de se dire qu'il y a quelque chose à préserver, à économiser. Et ce que je vous propose dans le cadre de ce tribunal des générations futures, c'est d'éclairer cette notion de gâchis à propos de la notion, à partir, je veux dire, de la notion de génération future. Elle est inscrite dans le préambule de la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que dans notre droit français, aujourd'hui, on a déjà un instrument juridique qui permet de mettre en mouvement cette nouvelle conscience de responsabilité envers l'avenir et donc des générations futures. Alors, gâchis, génération future, ça donne quoi? Ça donne la dynamique, l'impulsion pour enrichir cette idée d'instaurer, d'intégrer dans le droit l'idée de finitude des ressources, de mettre fin à cette société de l'opulence qui était celle de nos grands-parents, de nos parents, et prendre conscience que l'on doit prendre soin de cette ressource en eau, prendre soin au-delà des intérêts des êtres humains. Il faut arrêter d'avoir cette approche utilitariste, et on l'a bien entendu tout à l'heure, prendre soin de l'eau par-delà les espèces, toute espèce vivante en a besoin, et prendre soin de la ressource en eau par-delà les temps présents. Et donc c'est là réaliser un exercice de gymnastique intellectuelle, c'est de dire stop à cette société d'opulence, prendre conscience qu'une croissance infinie dans un monde avec une eau ressource limitée n'est tout simplement plus possible. Vous êtes en train de faire mon réquisitoire à ma place. Alors, je voudrais juste préciser qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'approche une planète, One Health. Eh bien, le CNRS,
parce que je suis chercheuse également, vient de lancer un projet de recherche financé à 56 millions d'euros. One Water, bien commun, c'est dire si ce sujet, aujourd'hui, intéresse aussi le monde académique. Donc la notion de gâchis, elle est importante dans le sens où elle met fin à des siècles de fantasmes de la ressource infinie. Très bien. On va faire un petit peu de pub pour votre business et mon business. Et non pas son business. En quoi est-ce qu'inscrire, du coup, ces générations futures dont vous parlez, dont on parle ici, pour le coup, est-ce que les inscrire, elles, dans le droit, ça ne peut pas être la clé pour, en fait, arriver à prendre soin, à l'échelle sociétale, d'une ressource comme l'eau? Oui, c'est un changement de paradigme, en fait, le droit des générations futures. Il y a plusieurs voies possibles, en fait. La ressource en eau, hier, que ce soit de manière dynamique, dans son inscription dans les grands cycles géophysiques, ou même les océans ou autres, c'était pas vraiment pensé en droit, parce qu'on estimait que c'était inappropriable, ou en tout cas, on avait toujours cette idée que l'avenir, de toute façon, prendrait soin de lui-même, parce que l'avenir, on n'avait pas d'emprise. Le grand basculement, et c'est ce qu'on voit avec l'eau et tout l'intérêt qu'on voit à la défense de l'eau aujourd'hui, c'est de le voir comme un élément fondamental qui, dès aujourd'hui, peut être irrémédiablement compromis. Et c'est là où la figure des générations futures apparaît. Et quand on parle de figure des générations futures, en droit, c'est dans l'approche du philosophe Hans Jonas, c'est-à-dire en lien d'interdépendance avec tout ce qui vit sur Terre et en lien d'interdépendance avec tous les autres éléments. Alors l'eau, au niveau du droit français, dans le Code de l'environnement, il est qualifié de patrimoine commun de la nation. Au niveau européen, on connaît la notion de patrimoine commun européen. Reste qu'il faut encore lui donner corps et consistance, lâcher la créativité juridique. Et la société civile, souvent dans le cadre des procès, permet d'avancer là-dessus. Mais il n'y a pas de régime juridique encore harmonisé. On voit bien que dans certains espaces, ça va être vraiment la cupidité, l'approche utilitariste, l'achat, l'approche capitaliste, et dans d'autres systèmes, ça va être justement l'eau bien commun. Donc il y a un choc des temporalités, un choc des récits, un choc des valeurs. Et dans un monde où, du coup, on ne peut pas impunément porter atteinte aux conditions de vie des générations futures, je vais le tenter une dernière fois avec vous, puisque tout le monde me résiste un petit peu ce soir là-dessus. Quel type de sanctions on peut mettre en place pour quelqu'un, une entité qui gâche en fait la vie, quoi. L'eau, c'est la vie. On n'arrête pas de dire que l'eau, c'est la vie. C'est quand même très grave tout ça. Alors, dans une approche, on va dire, un peu traditionnelle du droit, souvent le droit, c'est synonyme de sanction. Alors, souvent, quand on est juriste, qu'on apparaît quelque part, on paraît pas très fun, mais en fait, le droit des générations futures... J'empathie moi-même ce soir. C'est un droit, projet de société. Le droit des générations futures, c'est un droit de vivre ensemble. C'est un droit qui, aujourd'hui, mobilise l'action publique, les valeurs sociétales, pour justement orienter de manière nouvelle les politiques publiques et le vivre ensemble. J'aime beaucoup une phrase d'un collègue qui s'appelle Éric Ningesberg et qui dit « La démocratie ne peut pas se permettre l'irréversibilité ». Et il y a beaucoup de domaines où l'irréversibilité a déjà lieu par rapport à l'usage de l'eau. On parle d'exemples criminels. L'eau radioactive des piscines, des refroidissements de nos centrales nucléaires est contaminée à jamais et est un danger transgénérationnel pour toute espèce vivante, par-delà le temps très long. Les polluants organiques persistants, ces polluants que l'on retrouve tout au long de la chaîne alimentaire et qui se bioaccumulent au fur et à mesure du renouvellement des générations, que ce soit les générations humaines ou les générations autres espèces non humaines, eh bien, ces polluants organiques persistants sont autant de perturbateurs endocriniens qui vont perturber tous les processus de croissance de tout ce qui vit, du monde végétal au monde animal, et ce, à travers le temps long. C'est dire si plus que jamais, on a besoin de ce droit des générations futures pour orienter en conscience de responsabilité nos actions. Mais on peut aussi se poser la question si on ne pourrait pas créer de nouvelles incriminations quand on a des multinationales
qui vont polluer en conscience, par exemple pour l'exploitation du gaz de schiste, d'énormes quantités d'eau avec des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques que l'on fait sous forme de cocktail avec du sable, et une partie de cette eau reste enfouie sous les sols, on peut se poser la question si on ne crée pas un crime contre l'environnement, un crime contre les générations futures. Et donc, effectivement, à la fois, il y a cette densification du rôle du droit dans l'anticipation, que je plaide plus précisément parce que je pense que c'est ce droit-là qui est le plus valable, mais se pose aussi la question de la sanction. Mais à investir le champ de la sanction, quelque part, c'est déjà faire un aveu d'échec sur la réalisation de ce droit des générations futures. Pourtant, à vous entendre tous les trois, tout le monde sait très bien où sont les crimes, qui sont les criminels, et pourtant, ce serait la sanction, l'aveu d'échec. Merci, monsieur le procureur. Maître. Voilà, je pose ça là. Merci. Maître, le témoin est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Greffier, s'il vous plaît, j'aimerais mobiliser une pièce à conviction pour ma première question, malgré vos magnifiques dessins. Alors voilà, alors pour ceux qui sont peut-être un peu au fond, il ne s'agit pas d'une manifestation d'agents municipaux mécontents, mais bien de grande crise sociale qui a traversé notre pays. C'est la crise des Gilets jaunes. Voilà ce qui s'est passé, en fait, quand on a choisi de taxer à la va-vite des émissions de carbone. Or, si on suit Maître Corbeau sur son arbre perché derrière moi, on va, encore une fois, faire condamner pour écocide des gens qui ont juste fait comme d'habitude. Alors, Madame, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, justement, si on rejoue le jeu du pollueur-payeur, de la taxation Je pense que c'est pas les gens du quotidien qui sont la cause et les responsables de ces pollutions les plus longues. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup au niveau pourcentage, c'est lié plutôt à l'agriculture, c'est plutôt lié à des usages massifs de l'eau. Et donc je pense plus qu'on doit se situer au niveau des multinationales et des grands modèles politiques et de développement de l'agriculture. Donc je ne pense pas que tant que ce soit les gens qui doivent être poursuivis, on ne va pas vous poursuivre pour écocide parce que vous avez mis une pastille d'eau de Javel dans vos toilettes. Néanmoins, se pose effectivement la question de savoir qu'est-ce que nous, à notre petite échelle, tel un petit grain de riz, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien commun ? Eh bien, le petit grain de riz, ça va être peut-être, modestement, mais c'est vraiment une goutte dans l'océan, peut-être passer à des produits secs, peut-être des produits plus écologiquement responsables. Mais ce n'est pas là que se joue, à mon sens, la véritable responsabilité. C'est les politiques publiques mondiales, européennes, concernant les modèles d'agriculture intensive, la fin aussi des pesticides dont on sait que surtout 8 grandes multinationales détiennent l'intégralité de ce marché et que ça diffuse massivement à l'échelle planétaire des perturbateurs endocriniens. C'est là que se joue, à mon sens, véritablement la responsabilité transgénérationnelle. Je pense qu'il serait d'accord avec vous. J'ai une question peut-être qui peut paraître simple en apparence, qui est celle de savoir à qui appartient l'eau. Parce que finalement, quand on parle des générations futures, j'imagine que vous entendez défendre celle de toute la planète, mais alors on a différents échelons de patrimoine qui sont enchâssés, que ce soit national, continental, mondial. Alors du coup, qui a le droit en fait de se rendre juge pour ces générations futures ? À quelle échelle ? Est-ce qu'on n'est pas face à des problématiques d'ingérence quelque part ? Ça fait beaucoup de questions, mais je sais que vous pouvez en sortir. Eh bien là, on investit vraiment une réflexion complexe et multiscalaire. On est à plusieurs échelles d'espace, à plusieurs échelles de temporalité. Ça peut commencer d'une manière très locale, là, au niveau d'une métropole. Est-ce que c'est toujours aux citoyens, est-ce que c'est vraiment à l'usager de payer la dépollution de l'eau, par exemple pour des produits comme l'atrazine, qui est un produit qui perdure dans les systèmes d'eau et qui a été mise sur le marché uniquement par une multinationale. Est-ce que c'est toujours non plus le pollueur-payeur en fait qui se met en place, mais c'est souvent la victime de la pollution qui se retrouve payeur. Donc qui est juge ? Je dirais qu'on peut répondre de manière plurielle. Déjà, être juge, ça peut être le ministère public. À partir du moment où vous intégrez cette approche transgénérationnelle, si je vous ai dit tout à l'heure, dans le préambule de la Charte de l'environnement, il y a la notion de génération future. Ça veut dire que potentiellement, la notion d'intérêt général, elle peut être lue de manière transgénérationnelle. Et moi, si je suis ministère public, je peux dire, bien,
je défends l'intérêt de la société, et l'intérêt de la société étant transgénérationnel, je vais aussi défendre la protection de l'eau dans cette approche transgénérationnelle. On sait aussi qu'aujourd'hui, on voit apparaître des lames de fond, des actions en justice au nom des générations futures sur le climat, sur la déforestation, à toute échelle, que ce soit au niveau national, au niveau régional, des cours européennes, des cours interaméricaines des droits de l'homme ou aux juridictions universelles. La société civile mobilise les juges, quelle que soit l'échelle. Alors, à qui appartient l'eau ? Eh bien, est-ce que c'est vraiment une bonne question que de dire à qui appartient l'eau ? Est-ce que ce n'est pas une vision occidentale, tout simplement ? Je vous remercie, je vais m'en tenir là. J'hésite sur ma troisième question. Vous avez très peu de temps. J'ai très peu de temps pour ma troisième question. Très bien, ça fera très peu de temps pour la troisième réponse. Si le droit est le reflet de la société, j'ai quand même le sentiment qu'on vit plus dans une société de la carotte que du bâton. Et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse sanctionner en fait demain, avoir un rapport coercitif sur ces sujets-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il suffit simplement de plus sensibiliser les uns et d'inciter les autres à ne pas utiliser 3 verres d'eau pour combattre son gâchis, voilà, par exemple? À nouveau, ce n'est pas forcément une approche coercitive qui l'emporte. Moi, ce que je plaide pour une approche transgénérationnelle des droits et des devoirs fondamentaux. Le droit à l'eau, c'est pas que le droit d'aujourd'hui, c'est aussi le droit des générations futures à accéder à une eau potable. Le droit à l'eau, ça fait aussi système avec le droit à la nature, le droit de la nature à la vie. Et donc, c'est une nouvelle vision systémique des droits et des devoirs fondamentaux. Donc, je dirais que, effectivement, je vous rejoins sur ce point. Merci. C'est pas forcément coercitif, c'est incitatif, mais reconnaître un droit à l'eau. Le pendant de l'autre côté, c'est aussi un droit pénal qui vient sanctionner l'irrémédiable lorsque ça porte atteinte à l'eau. Lorsqu'on atteint l'irrémédiable, l'impardonnable, l'imprescriptible, eh bien, se pose la question effectivement de la sanction pénale par rapport à l'usage de l'eau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gaillard. Nous allons maintenant procéder au réquisitoire et à la plaidoirie de la Cour pour ou contre les sanctions pour le gâchis d'eau. Écoutons donc en premier Monsieur le procureur, qui, comme vous l'avez compris, souhaite sanctionner. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Vous avez 6 minutes. J'en ferai bon usage. Chers jurés, chers amis, je vais arrêter là avec le corbeau noir, le père Fouettard. Visiblement, ça ne marche pas avec vous, ça ne marche pas avec eux. Je vais vous raconter une histoire, plutôt. L'histoire d'une rivière, très loin d'ici. Cette rivière, vous l'avez sûrement déjà vue, puisque c'est elle qui, sur les cartes postales et sur les fonds d'écran Windows, serpente au fond du Grand Canyon. J'aurais grand-peine à prononcer les divers noms qu'elle a reçus à travers les âges, mais vous la connaissez, nous la connaissons aujourd'hui sous le nom de Colorado. Quelques centaines de kilomètres au sud donc, du Grand Canyon, vous êtes sûrement moins familier des paysages du gigantesque delta que le Colorado forme avant de se jeter dans l'océan Pacifique. Et pour cause, des âges durant, le delta du Colorado donc, fut l'un des écosystèmes les plus luxuriants de cette planète. Imaginez des mangroves, des lagons s'étendant sur des kilomètres, abritant pêle-mêle jaguars, insectes, oiseaux, biches et petits faons, toutes sortes de choses à poil, à plumes, à écailles. Aussi des hommes qui habitaient et cultivaient cette immense Camargue multicolore au gré des saisons et des variations du niveau de ce fleuve. Et pour cause, vous n'avez pas ces paysages en tête, car de ce lieu, aujourd'hui, il ne reste plus rien, ou presque. Quelques misérables filets d'eau au milieu d'un désert de boue et de sel. Je ne vous montre pas de photos, vous irez les voir vous-même, si vous avez le cœur à être triste. S'il ne reste rien, c'est que chaque année, la plus grande partie des eaux du Colorado sont détournées
pour être acheminés dans les États du sud des États-Unis, dans les déserts du sud des États-Unis. Et là-bas, dans des régions si sèches qu'elles sont naturellement impropres à la vie humaine, ces eaux permettent d'arroser des jardins, de climatiser des immeubles de bureaux, de cultiver des oranges, du maïs. Le delta, lui, est mort. Et la vie qui l'abritait est morte avec lui. Mesdames et messieurs, si le droit est un outil à notre disposition pour façonner la société dans laquelle nous souhaitons vivre, alors il y a certains usages que nos lois doivent désormais bannir, et donc sanctionner. Nous, les procureurs, pâtissons, on l'a vu, d'une mauvaise réputation, de bureaucrates sans cœur ni compassion, cette réputation largement usurpée. Nous la devons à quelques confrères qui, au cours des années, ont eu, dirons-nous, la prison facile. Mais sanctionner, ce n'est pas forcément emprisonner. Car bien souvent, celui qui gâche l'eau, ce n'est pas un monstre. C'est un ignorant. Un ignorant pour qui l'eau, ça n'a jamais été la source de la vie. Pour qui l'eau, c'est plutôt le liquide au fond des toilettes. Ce truc qui n'a pas de goût, qui sort du robinet, avec lequel on prend sa douche, on fait la vaisselle. Ce liquide, somme toute très pratique, qu'on nous conseille de boire après le sport, avec lequel on peut laver les carottes, qu'on mélange avec du savon pour passer la serpillière et qu'on mélange avec du pastis quand on veut boire du pastis. Voilà, lui, il sait. Tout dans notre relation quotidienne à l'eau se fait comme si celle-ci n'existait que le temps de notre usage domestique. Invisible avant, invisible après, disponible à l'envie. Pas tellement étonnant dès lors que nous n'y prêtions aucune espèce d'attention. Et c'est pour cela que le gâchis d'eau doit être sanctionné, de manière à ce que toute personne, toute entreprise, toute collectivité, tout citoyen, toute entité qui gâche de l'eau sache de quoi il ou elle se rend coupable, soit confronté dans sa chair aux conséquences de ses actes. Et les générations futures, n'ayant visiblement pas encore inventé la machine à remonter le temps, elles ne peuvent pas venir chercher les contrevenants dans le présent pour les condamner à des travaux d'intérêt généraux. Mais nous pouvons le faire. Un mégot dans le caniveau, une journée à les ramasser, lui et ses copains, par milliers, au bord de la mer. Un seau d'eau de Javel dans l'évier, 2 semaines en station d'épuration. Une piscine en plein désert, 3 mois de service civique dans un village de pêcheurs, au bord d'un fleuve à sec. Voilà les sanctions dont nous avons besoin. Elles peuvent vous paraître triviales, elles peuvent vous paraître risibles, anecdotiques, mais laissez-moi vous dire une chose. Mis nez à nez avec la souffrance qu'ils ont eux-mêmes causée, très rares sont les hommes et les femmes qui ne s'amendent pas, qui ne changent pas. C'est du moins ce que moi je choisis de croire ce soir. C'est ce que nous avons besoin de croire ce soir. La sanction, elle est indispensable, car c'est elle qui marque l'interdit. Alors de la même manière que nous avons un jour décidé que dorénavant nous ne tuerions point, eh bien je vous encourage à graver ce soir dans le marbre, nous ne gâcherons point. Et s'il est aujourd'hui question d'eau, finalement cet engagement, il vaut pour chacune des ressources qui font notre quotidien, qu'elles soient carburant, comme le gaz qui nous chauffe, on l'a dit, qu'elles soient matériaux, comme le bois qui nous abrite, qu'elles soient denrées, comme le blé qui nous nourrit et qui augmente. Nous les avons crues inépuisables, mobilisables à l'envi, sans conséquence. C'est très loin d'être le cas. Et je terminerai là-dessus. Il y a quelques années, un philosophe belge du nom de Jean-Claude Van Damme faisait ceci. Et déclarait ceci. J'adore l'eau. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Alors, faisons en sorte que ce soit juste une connerie de plus et pas une prophétie. Je vous remercie.
Merci, monsieur le procureur. Vous avez utilisé 7 minutes. Je donne donc 7 minutes à monsieur l'avocat d'Adèle. Peut-être pourra-t-il faire des claquettes pendant 5 minutes supplémentaires. Madame la Présidente, Monsieur Jean-Claude Van Damme, Mesdames et Messieurs les jurés, vous tous dans la salle, après un tel réquisitoire, comme dirait ma grand-mère, j'ai la main qui me démange. Mais ne vous en faites pas, chers confrères, il est aujourd'hui admis que la fessée est le degré zéro de la pédagogie, ce qui laisse d'ailleurs à penser que la sanction est aussi sans doute le degré zéro de la sensibilisation. Vous nous dites que les gâcheurs ne sont pas des monstres, mais des ignorants. Eh bien, seuls les monstres châtient les ignorants, et vous vous débrouillez pour faire partie des deux à la fois. Le problème de l'eau est celui de la valeur que nous lui accordons. J'en suis convaincu. Mais nous l'avons constaté ce soir. Il est orgueilleux d'aujourd'hui prétendre à une définition du gâchis et d'espérer en faire le critère objectif d'un changement de comportement miracle. La sanction est une fausse solution qui confisquerait l'usage de l'eau plus qu'elle ne le raisonnerait. Car nous connaissons l'histoire. Les sanctions n'affectent véritablement que celles et ceux qui ne sont pas en capacité de les contourner ou, mieux, de s'en payer le luxe. Rejouer au jeu du pollueur-payeur, version gâchis d'eau, ne fera que renforcer l'idée selon laquelle les impératifs écologiques et sociaux s'opposent. Monsieur le procureur tente de nous faire croire que sanctionner le gâchis d'eau, c'est interdire les piscines privées dans les déserts. Mais nous savons tous qu'il s'agit d'un problème systémique et culturel qui dépasse largement ce leurre. Faut-il interdire l'élevage de bœufs, dont chaque tranche représente une vingtaine de baignoires pleines? Faut-il sanctionner le port des jeans, dont la production consomme autant d'eau qu'une famille de 4 personnes pendant 3 semaines? Faut-il arrêter de prendre des médicaments pour ne plus polluer irrémédiablement l'eau potable qui s'écoule chez nous? On le voit, la difficulté avec l'eau, c'est qu'on l'utilise pour tout. Et qu'arbitrer les usages, en dehors des cas symboliques, mérite une réflexion à grande échelle, des débats publics et des choix de société. Quand on parle de sanctions, on oublie de parler de solutions, car on a tendance à les confondre en fait. S'il suffisait de punir, ce serait quand même très beau. Pour qu'on puisse mettre le gâchis d'un côté, il faut qu'il y ait une alternative de l'autre. Or, c'est bien souvent par manque de solutions alternatives que le sujet de l'eau pose problème. Construire un réseau parallèle de distribution d'eau non potable, par exemple. C'est un exemple qu'on a d'ailleurs traité. Ça représente 850 000 km de tuyaux et 80 milliards d'euros, hors taxes. Donc, si on se dit qu'on partage, comme au restaurant, ça fait un peu plus de 1 000 € par habitant. Alors déjà, c'est beaucoup, pour ceux qui ne partent pas en vacances dans le Colorado. Et surtout, un investissement de cette ampleur, on peut se demander s'il n'aurait pas sa place ailleurs, y compris dans l'intérêt des générations futures. Du coup, on fait quoi? On sanctionne tous les foyers ou toutes les collectivités pour gâchis d'eau potable domestique, rideaux et champagne? La plupart des sujets environnementaux, et l'eau ne fait pas exception, ont le malheur d'être des urgences de long terme. Des sujets qui ne parviennent pas à occuper la place qu'ils méritent dans notre façon de penser le monde. Et la raison, elle en est simple. Que fait notre cerveau d'un problème qu'il considère comme à la fois insurmontable et secondaire? Il l'occulte ou il le fuit. Et notre rôle aujourd'hui est de ne pas inscrire ce constat fataliste dans le marbre de la loi, de ne pas baisser les bras face aux biais cognitifs et de protéger nos libertés en s'en montrant dignes. Faire une loi pour sanctionner le gâchis d'eau ne fait que renvoyer l'idée que nous avons déjà touché le fond, que gâcher de l'eau fait et fera toujours partie des aléas de la vie en communauté, un comportement aussi répréhensible qu'inévitable. Mais le gâchis d'eau n'a rien à voir avec les délits, les meurtres. Ce n'est pas un crime que l'on combat par l'interdit, c'est un état de fait que l'on modifie parce qu'on le décide. En nous cachant derrière des pénitences hypocrites, nous ne ferons pas avancer notre conception de l'eau, mais nous ferons régresser notre conception de la volonté, celle même dont nous avons besoin, collectivement, pour faire face à cette situation. Pour que la préservation de l'eau devienne naturelle, il faut mener une bataille qui, elle, est culturelle. N'importe quel thérapeute de couple qui règle des problèmes bien plus graves vous le dirait. La clé, c'est la communication. Pour avancer... Décidément, on a des bons clients. Pour avancer sur ce sujet, il faut avant tout en parler. C'est ce qui nous permettrait d'intégrer d'ailleurs que le gaspillage a d'ores et déjà un coût pour le collectif.
Dans le cadre d'une ressource qui est vitale, eh bien, le gaspillage et la sanction ne font qu'un finalement. Nous devons d'abord éveiller les consciences sur la réalité complexe de l'eau, sur les changements et les arbitrages que nous devrons mener dans les années à venir, pour ne pas que l'on ait un jour à sanctionner le gâchis d'eau, justement, ce qui signifierait en fait qu'il est déjà trop tard. Mon confrère a cité le philosophe Jean-Claude Van Damme, qui avait aussi un mot pour décrire cela. Aware. Je ne vous fais pas le grand écart, mais aware, conscient, consciente, nous devons l'être. Mesdames et messieurs les jurés, vous tous dans la salle, à la question qui vous est posée aujourd'hui, je vous somme de répondre par la négative. Ne laissez pas Maître Pinault vous faire croire que seule une distribution de fessées entraînerait une prise de conscience. Sinon, tout est perdu, avec ou sans eau. Merci. Merci, maître. L'heure du verdict a sonné. Je vais demander aux 5 jurés de me suivre pour délibérer. Nous allons aller dans la salle qui est juste à côté. En mon absence, je confie le tribunal au procureur et à l'avocat afin qu'ils prennent des questions de la salle pour nos témoins, si vous avez des questions pour nos invités. Et j'invite également le jury populaire qui est de l'autre côté de la caméra à se connecter sur la page Slido. Je crois qu'on a un code qui va s'afficher. Malheureusement, je précise que cet avis populaire est juste à titre indicatif et que c'est bien notre jury qui va trancher ce soir. Je vous emmène avec moi. On peut les applaudir aussi. Bon courage, Inch'Allah. Votez bien. Alors, est-ce que certains d'entre vous, qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort parmi le jury, ont des questions supplémentaires pour nos témoins afin d'approfondir l'affaire? Monsieur là-bas. Vous avez évoqué la question des sanctions ou la question, finalement, qui pourrait être celle d'une sensibilisation qui ferait la part plus grande à la liberté individuelle. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas une troisième solution qui pourrait être simplement de sanctionner, mais non pas d'une manière juridique, mais par le prix qui serait affecté à la consommation d'eau. Étant entendu que très fréquemment, on observe aujourd'hui que plus on consomme d'eau, plus le prix par unité consommée diminue. C'est là une absurdité qu'il convient de sanctionner par un prix supérieur. Au contraire, inverser la logique qui consiste à augmenter le prix lorsque la consommation augmente. Madame. Je suis d'accord. Madame Brelot, est-ce que vous voulez répondre ? C'est un sujet effectivement souvent mis sur le tapis. On constate sur les territoires des tarifs dégressifs pour les gros consommateurs. Et je pense que globalement, il est difficile de... Enfin, en tout cas, les territoires ont tendance à resserrer cet écart, même si les gros consommateurs sont parfois dans des conditions particulières. C'est souvent la production industrielle qui est concernée. Mais les tranches évoluent pour que, le gros consommateur domestique reste sur un tarif unique. Mais c'est un vrai sujet. Je ne connais pas exactement la réglementation et les lois. Pour moi, c'était déjà interdit depuis un moment. En tout cas, ce n'est pas interdit, mais il y a quand même une tendance à facturer l'eau au prix plus homogène. Est-ce que je peux apporter un petit complément? Dans une ressource qui, par définition, est une ressource limitée, la surconsommation, finalement, pèse face à la rareté. Et au fond, dans une logique pure de marché, plus la rareté est grande, plus le prix est élevé. Ce serait assez logique, simplement en s'appuyant ici sur la loi du marché. Alors, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui. Enfin, la loi du marché sur l'eau,
ça ne peut pas nous satisfaire. Enfin, moi, personnellement, et l'organisation Confédération Paysanne à laquelle j'appartiens, on ne partage pas ça. Je me souviens, il y a eu le Forum mondial de l'eau à Marseille en 2012 et un Forum alternatif mondial pour des organisations qui étaient moins officielles que Veolia et Suez et toutes les grandes firmes du service de l'eau. Donc, Grand Lyon semble s'exonérer, ce qui est bien. Les gens qui polluent le plus, ceux qui consomment le plus d'eau, ceux qui émettent le plus de carbone sont les plus riches. Donc je doute que cette taxation soit suffisante. En revanche, il y a une réflexion qui est pour un habitant ou une famille d'avoir un volume d'eau gratuit ou à un prix minimal, voilà le mot, j'allais dire dérisoire, mais ce n'est pas le terme. Parce que l'eau, c'est le premier aliment. C'est quand même un besoin essentiel. On peut vivre 3 semaines, enfin plusieurs semaines sans manger. On peut vivre 3 jours, en gros, 3-5 jours sans boire. Donc, cette question de la loi du marché pour gérer l'eau n'est pas satisfaisante. Et en agriculture, c'est la même chose. Nous, Confédération Paysanne, on a, dans les débats sur la loi sur l'eau, qui, pour information, la loi sur l'eau qui est en vigueur aujourd'hui a été adoptée en 2006. Elle a été discutée de 2001 à 2006 avec 4 ministres de l'écologie qui se sont succédés et qui sont tous partis, sauf la dernière, dont plus personne ne se rappelle du nom, sinon quelques personnes bien impliquées, c'était Nelly Olin. Qui savait que Nelly Olin avait été ministre un jour. Mais parce que cette personne n'avait pas de... Elle était là pour faire valider un projet de loi sur l'eau. Ce que nous, on proposait, c'est que, de la même façon, pour l'agriculture, il puisse y avoir des volumes, dans la logique des volumes de quelques milliers de mètres cubes disponibles, et puis qu'après, c'était en fonction de la disponibilité de la ressource. Et pour la population, c'est la même chose. On pourrait dire, il y a 40 mètres cubes disponibles gratuitement ou à un prix minimal. Et puis après, c'est payé cher. Parce que le prix progressif, alors effectivement, ça peut toucher les entreprises, mais le prix progressif, ça ne réglera pas la question du pouvoir d'achat. Et les riches, aujourd'hui, consomment plus. Et donc après, ils continueront à consommer. Ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus important continueront à consommer. Ce n'est pas suffisamment... Très bien, je rends la cour à Madame la Présidente. Micro, c'est très bien. Je vais inviter mes 5 jurés à s'installer juste devant la salle. Et ils vont vous raconter leur choix, les uns après les autres, pour vous laisser le suspense jusqu'à la fin. Je vous donne la parole en premier. À la question « Faut-il sanctionner le gâchis d'eau » vous répondez. Je réponds que nous sommes tous coupables, en fait, d'être humains, et que la sanction que j'ai... Nous sommes tous coupables donc d'être humains. Et non, c'est vrai, il reste immobile. Juste un tout petit peu plus proche. Nous sommes tous coupables donc d'être humains, et la sanction que je propose, c'est d'apprendre à exister intelligemment. Ça ne va pas être facile. Le juré numéro 1, c'est un oui. Et on va enchaîner avec un deuxième oui, mais pas un oui à n'importe quelle échelle, puisque effectivement on a parlé de pédagogie et effectivement c'est pas en punissant qu'on fait changer les gens sur le long terme, mais par contre on a créé des monstres qui s'appellent les GAFAM, qui s'appellent le capitalisme et des choses comme ça. Et ces monstres n'ont pas de visage, mais ce serait bien de les sanctionner un petit peu et de pas qu'elles soient contournables ces sanctions. Voilà, oui. Bon, moi, j'ai beaucoup hésité. Ma première inclinaison, c'était d'aller vers les sanctions parce que, comme vient de le dire mon voisin, on voit qu'il y a des intérêts économiques énormes et qu'il y a des personnes qui s'en foutent et qu'il faut les sanctionner. Mais après, en fait, finalement, j'ai vraiment été convaincue par l'avocat qui a rappelé qu'en général, ceux qui ont les moyens, ils contournent les sanctions.
Donc du coup, finalement, ça ne sert à rien de sanctionner. Et donc, je suis plutôt pour la pédagogie. Et puis, j'ai un espoir avec les générations qui nous suivent, qui, je m'en rends compte, sont beaucoup plus sensibilisées que nous ne l'étions avant. Alors, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Et donc, je suis pour la pédagogie et donc pas pour la sanction. C'est un non catégorique et je ne me justifierai pas. Et moi, du coup, comme Sabine, j'ai pas mal hésité, mais je me dis que parfois le changement sert. Et donc, du coup, je suis plus pour le oui, parce que même si le changement fait peur, parfois ça peut servir. Merci beaucoup à tous les 5. Vous pouvez retourner vous asseoir. C'est bon. Ça va. À la question « Faut-il sanctionner le gâchis d'eau ?», le jury a répondu « Oui ». À 3 voix contre 2, c'était très serré. Il est donc arrêté ce soir que nous devons sanctionner le gâchis d'eau. Je ne sais pas s'il est possible de voir aussi le sondage qu'il y avait en ligne. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi directement en ligne. Merci, mesdames et messieurs. L'ordre... On peut le voir ? Ça arrive, peut-être. Bon, non. En attendant, peut-être on peut revenir. Les choses qu'il faudra garder de ce tribunal, c'est qu'on est quand même tous responsables, comme disait Madame Brelot, qu'on ne crée pas l'eau, comme le disait Monsieur Pasquier, et qu'il faut le préserver, comme l'a disait Madame Gaillard. Et donc, sur les pourcentages que nous montre notre greffier, on est à 40%. Non, c'est un fake. Très bien, je vais donc clôturer ce tribunal. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à la Cour, merci à nos invités, merci aux jurés, merci à vous d'être venus ce soir. Merci, la séance est levée.